Il y a seulement quelques mois, les choses se passaient plutôt bien pour le nouveau président syrien Ahmed al-Shar. Il y avait étonnamment peu de violences interethniques dans les mois qui ont suivi la chute d'Assad. La communauté internationale était remarquablement unie dans son soutien au nouvel État syrien, et en mars, al-Shar annonçait un accord visant à intégrer l'État kurde de facto dans le nord-est aux institutions nationales syriennes. Cependant, ces dernières semaines, on a assisté à une montée spectaculaire des tensions entre le nouveau gouvernement syrien, les Kurdes et les Druzes. Dans cette vidéo, nous allons examiner pourquoi l'unification syrienne semble s'être arrêtée net et ce qui pourrait se passer ensuite. La population syrienne est majoritairement composée d'Arabes musulmans sunnites qui constituent le groupe dominant, mais le pays abrite aussi un certain nombre de minorités importantes, souvent concentrées dans des régions spécifiques. Selon les dernières estimations de la CIA, les Arabes représentent environ 50% de la population et ils sont assez répartis sur l'ensemble de la Syrie. Le deuxième plus grand groupe ethnique est celui des Alaouites, le groupe ethno-religieux dont sont issus les Assad, qui représentent environ 15% de la population et se concentrent surtout dans les zones côtières à l'ouest, autour des ports de Tartous et Latakia. On trouve aussi les Druzes, qui représentent environ 3% de la population totale et vivent principalement dans le sud, autour des gouvernorats de Quneitra, Dera et Soueïda. Et puis, il y a les Kurdes, qui représentent environ 10% de la population et sont concentrés dans le nord et le nord-est. Les Kurdes, en Syrie comme ailleurs, ont toujours voulu plus d'autonomie politique. Ainsi, lorsque la guerre civile syrienne a éclaté après le printemps arabe, ils ont saisi leur chance et ont rapidement proclamé la création d'un nouvel État indépendant à l'est de l'Euphrate. Cet État a été techniquement nommé Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie, mais il est plus couramment connu sous le nom de Rojava. Rojava n'est pas un État kurde à proprement parler, sa constitution ne fait aucune référence explicite aux Kurdes, et il n'est même pas certain que les Kurdes constituent une majorité absolue sur ce territoire, mais l'identité kurde y est bien marquée. D'abord parce que sa branche militaire, les Forces démocratiques syriennes, FDS, est principalement dirigée par des Kurdes. Et ensuite parce que le principal groupe politique de la région, le Parti de l'Union démocratique, PYD, est une formation kurde. Rojava fonctionne comme un État indépendant de facto depuis environ 2012, mais il n'a été reconnu par aucun gouvernement ni institution, à l'exception du Parlement catalan en 2021. Lorsque le nouveau président syrien Ahmed al-Shar est arrivé au pouvoir, les minorités syriennes redoutaient qu'il ne soit une mauvaise nouvelle pour elles. Après tout, il était un ancien djihadiste, dont l'alliance rebelle incluait plusieurs groupes islamistes sunnites. Cependant, après la chute d'Assad, al-Shar affirma vouloir construire une nation syrienne inclusive et promit de garantir les droits des minorités. Au départ, tout semblait aller dans le bon sens. Dans les premiers mois après la chute d'Assad, il y eut étonnamment peu de violences interethniques. Et en mars, les FDS, qui sont en réalité l'armée nationale de Rojava, acceptèrent de s'intégrer aux nouvelles forces gouvernementales d'al-Shar et lui remirent le contrôle des postes frontières, des aéroports, ainsi que des champs pétroliers et gaziers vitaux. Cependant, ces dernières semaines, le processus d'unification syrienne semble s'être arrêté. Al-Shar et les FDS se disputent depuis des mois sur l'application de l'accord, et la semaine dernière, Rojava a accueilli ce qu'il a qualifié de conférence de l'unité dans la ville d'Al-Azaka, réunissant notamment le chef du conseil alaouite, Ghazal Ghazel, et le cheikh druze Hikmat al-Isri, probablement le leader druze le plus pro-israélien. La conférence s'est conclue par un communiqué appelant à un État syrien décentralisé avec une nouvelle armée, ce qu'al-Shar a sans surprise rejeté, qualifiant toute idée de décentralisation de séparatisme. Cela a été suivi de plusieurs accrochages entre les FDS et les forces gouvernementales à Alep, les médias d'État syriens affirmant qu'un soldat syrien avait été tué par les FDS. En réaction, le ministère syrien de la Défense a publié un communiqué avertissant que la poursuite de ces actions entraînerait de nouvelles conséquences. Et la presse turque a même rapporté plus tôt cette semaine que la Syrie et la Turquie envisageaient une offensive militaire conjointe contre Rojava. Il y a à la fois des facteurs internes et internationaux. Sur le plan intérieur, au moins 2 épisodes de violences interethniques atroces se sont produits ces derniers mois. En mars, des affrontements entre les forces gouvernementales et les restes des forces de sécurité d'Assad, dans des zones à majorité alaouite, ont dégénéré en conflit interethnique, entraînant la mort d'au moins 1500 personnes, principalement des alaouites. Puis, le mois dernier, des combats ont éclaté entre des milices druzes et des tribus arabes bédouines autour de la ville de Soueïda. Le gouvernement a tenté d'intervenir, mais des leaders druzes l'ont accusé de prendre parti pour les bédouins.
Israël a alors lancé des frappes aériennes contre les forces gouvernementales dans les zones touchées, allant jusqu'à frapper des sites gouvernementaux dans la capitale, Damas. Au cours de ces affrontements, les forces gouvernementales ont commis de graves violations des droits humains, dont un massacre dans un hôpital de Soueïda. Al-Shar a depuis affirmé que ces atrocités avaient été commises par des éléments voyous au sein de l'armée qui seraient sanctionnés, mais cela a tout de même sapé la confiance dans son nouveau gouvernement et surtout dans son armée. L'unification syrienne est aussi freinée par l'évolution de l'opinion internationale. Lorsque Al-Shar est arrivé au pouvoir, la communauté internationale était étonnamment unie dans son soutien au nouvel État syrien. La plupart des pays européens et moyen-orientaux avaient apparemment décidé qu'Al-Shar représentait leur meilleure chance d'avoir une Syrie stable. Al-Shar avait même réussi à négocier le retrait ordonné du matériel et des troupes russes entre décembre et février. Même les États-Unis avaient décidé de soutenir le nouveau gouvernement, Trump qualifiant Al-Shar de « jeune homme séduisant » et levant les sanctions contre la Syrie fin juin. Cependant, ces derniers mois, cette unité internationale s'est fissurée. Évidemment, Israël est intervenu contre le nouveau gouvernement d'Al-Shar en faveur des Druzes, plaçant les États-Unis dans une position délicate. De plus, une nouvelle rivalité a émergé entre la France et la Turquie qui mène chacune des négociations parallèles entre la Syrie et ses minorités. En général, la Turquie pousse pour un État syrien plus centralisé, avec le pouvoir concentré autour d'Al-Shar à Damas. La France, en revanche, qui entretient des liens étroits avec les Kurdes depuis les années 1980, semble défendre l'idée d'un État syrien plus décentralisé, donnant davantage d'autonomie aux Kurdes et aux autres minorités. Al-Shar a apparemment quitté les négociations françaises après la conférence de l'unité de la semaine dernière et, irrité par le soutien persistant de la France à l'autonomie kurde et par la réaction timide de l'Occident face aux frappes israéliennes en Syrie, il a même entrepris de renouer avec la Russie. Ces dernières semaines, son ministre des Affaires étrangères, son ministre de la Défense et son chef du renseignement se sont tous rendus à Moscou. Le retour de la Russie compliquerait également les relations de la Syrie avec ses nouveaux alliés, notamment en Europe. Au final, le projet d'unification de la Syrie porté par Ahmed Al-Shar semble aujourd'hui fragilisé, pris en étau entre des tensions internes sanglantes et des rivalités internationales de plus en plus visibles. Les promesses initiales d'un État inclusif se heurtent à la méfiance persistante des minorités et aux cicatrices laissées par des décennies de guerre. Les Kurdes refusent de renoncer à leur autonomie, les Druzes s'organisent avec le soutien tacite d'Israël et les Alaouites continuent de douter de la volonté réelle du nouveau pouvoir de garantir leur sécurité. Sur le plan extérieur, la division entre alliés occidentaux, le retour progressif de la Russie dans le jeu et les frappes israéliennes illustre à quel point la Syrie reste un champ de bataille où s'entrecroisent des agendas contradictoires. Dans ces conditions, la réunification du pays paraît lointaine. Plutôt qu'une stabilisation rapide, le scénario le plus probable est celui d'un équilibre précaire marqué par des négociations sans fin, des violences sporadiques et à risque constant de reprise des affrontements à grande échelle. En clair, la Syrie n'est pas sur le point de s'effondrer totalement, mais elle est encore loin d'un véritable retour à l'unité nationale. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu et de partager cette vidéo autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle analyse.